les terriens, salut les terriennes, bienvenue à tous. Ce soir, notre invité principal, c'est Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir dans le cadre d'une émission spéciale consacrée au Jean-François, au cours de laquelle nous recevrons également Jean-François Copé. Et nous essaierons tous ensemble de répondre à une question cruciale. Pourquoi les Jean-François perdent leurs cheveux? Alors, votre frère Axel Kahn, donc il s'appelle pas Jean-François, a encore tous ses cheveux. Oui, ça... Hein? Mais comme il est généticien, peut-être qu'il sait comment les garder, lui, oui, non? ça c'est vrai qu'il est bien placé, oui. Alors, Jean-François, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre carrière dans la presse, l'Express et Europe numéro 1 comme journaliste, l'événement du jeudi et Marianne comme fondateur et patron, jusqu'au jour où, à 70 ans, vous décidez d'arrêter de critiquer sans arrêt les hommes politiques pour devenir vous-même un homme politique. Alors, on va voir si vous êtes un vrai homme politique. Promettez-moi un truc, là, pour voir. Je vous promets que si vous perdez votre cheveu, je trouverai des trucs pour les faire repousser. Ah ben voilà, c'est ça, c'est ça. Vous êtes un vrai homme politique. Est-ce que c'est vrai que vous avez suivi un stage de serrage de louche et d'embrassage de bébé? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Pourquoi vous lancez là-dedans? Vous ne vouliez pas vous retrouver seul à la maison avec Rachel en train de regarder France 3? Non? Mais vous croyez que il y a une césure comme ça entre vous êtes journaliste, vous devenez homme politique? Ça me fait doucement rigoler. Ouais. Le patron de la rédaction de TF1, il s'appelle Jean-Claude Dacier. Ouais. Il fait pas de politique, le mec. Ouais. C'est pas un militant UMP pur et dur, le mec. Et alors, vous voyez qu'il n'y a Oui. pas une grande différence entre Ouais. faire soi-disant du journalisme et faire de la politique. Oui, mais lui, il n'a pas passé sa vie à critiquer les hommes politiques, Moi non Jean-François. plus. Moi non plus. D'accord. Bien, en tous les cas, vous avez un super slogan. Yes, oui, Jean-François Kahn. Voilà. Bravo, bravo. Un très vous beau savez slogan que- de campagne. Voilà, nous parlerons de votre livre, L'Alternative, oui, c'est possible, chez Fayard. Voilà. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Jean-François Copé, qui publie Un député, ça compte énormément, chez Albin Michel. Copé, lui, il vise 2017. Hein. Ouais. Lui, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, Sarkozy abdiquera pour son fils. Il ne sait pas. On aura rétabli l'Empire. Ouais, bien sûr. Toujours en P2, nous accueillerons Isabelle Alonso, qui publie Fille de rouge, qui s'insurge contre le fait que désormais, la journée de la femme soit fixée le premier jour des soldes. Bien, elle nous expliquera tout ça. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Fabienne Piel, pour son livre témoignage sur la maladie d'Alzheimer, J'ai peur d'oublier, chez Michel Lafon. Elle nous expliquera que quand on a cette maladie d'Alzheimer, la seule chose qu'on ne risque pas d'oublier, c'est sa maladie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, les Gréments de Fortune seront le 14 mai au Backup à Paris et le 27 au Forum au Blanc-Ménil. Voilà, bravo. Les Gréments de Fortune. Alors, Jean-François Kahn, vous vous êtes longtemps appelé Jean-François Ferriot. Oui. En effet, votre père, Jean Kahn d'Esserten, était juif et résistant. Deux bonnes raisons de changer de nom dans les années 40. Il a choisi le nom de sa femme, votre mère, catholique et bourguignonne, Madame Ferriot, voilà. Vous, vous avez été baptisé catholique sous le nom de Ferriot et vous n'avez jamais été confronté, étant enfant, à votre identité juive, ni victime d'antisémitisme. Mais quand vous vous êtes retrouvé dans une école privée de la grande bourgeoisie française, il y a eu tellement de réflexions antisémites que vous avez décidé, avec vos frères, de reprendre votre nom de Kahn. On comprenait qu'on en échangeait pour se cacher pendant l'occupation. Ouais. Mais à partir d'un certain moment, on doit reprendre son nom. Alors votre père, Jean Kahn d'Esserten, poète, enseignant, il avait eu pour élève d'ailleurs Jean Edernalier. Oui. Bravo. Alors votre père considérait Cyrano comme un roman de gare, il vous interdisait de lire des bandes dessinées, il était capable d'écouter la même note de musique pendant un quart d'heure. Ça, si t'as un doute dingue, le mec il... Non mais,
La vérité, c'est que c'était un homme admirable, un homme d'une intelligence, d'une culture, d'un don de soi formidable. Il nous a tout appris. Moi, Axel, notre autre frère qui est mort aujourd'hui, mais qui était un savant d'un très très haut niveau, je veux dire, qui allait révolutionner l'informatique. Mais en même temps, j'ai vu à quel point l'intellectualisme poussé au maximum devenait desséchant. C'est-à-dire ce talent incroyable d'écriture, d'intelligence, de philosophie, l'intellectualisme n'empêchait d'éclater, d'exploser, de se donner complètement court. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en réaction, et je lui dois, je me suis mis à aimer la chansonnette, l'opérette, la littérature populaire, etc. Votre père, le 17 avril 1970, il avait 54 ans, se jette d'un train sur la voie ferrée près de Mantes et il laisse sur la banquette du train, à la place qu'il occupait, une lettre pour votre frère Axel, où il est écrit « Sois raisonnable et humain ». Et finalement, vous avez passé votre vie à être raisonnable et humain. On a essayé. Quand on a quelqu'un de proche, encore un père, qui se suicide, en plus, il y avait des problèmes matériels. Vous avez demandé de l'argent et... Ça, je lui avais donné. Vous lui avez donné, mais vous n'étiez pas intéressé, vous n'étiez pas dit pourquoi une demande de l'argent. Son idéalisme faisait qu'il s'était lancé dans une aventure d'école après mai 68, d'école complètement innovante, totalement moderne, etc. Mais il donnait tout. Et il suffisait qu'un élève puisse pas payer, il payait pas. Et là, naturellement, moi, je me suis toujours dit, mais finalement, j'aurais dû parler, j'aurais dû l'impliquer à me dire, mais on l'aurait aidé, mais il n'y avait pas de problème. Et on a une raison. Bien sûr qu'on se sent une culpabilité incroyable de dire, mais j'aurais dû plus aller vers lui. C'est terrible. Alors, en tous les cas, les trois frères Kahn ont été profondément marqués par ce père. Vous êtes le Kang, donc 3 fautes par ligne. Mais alors, vous avez une qualité, c'est que vous savez chanter, peindre et dessiner, quoi. Vous étiez un peu le saltimbanque de la famille, finalement. Si vous rentrez sympathique. Et j'écrivais des pièces en vers. Comme Christophe Barbier. Vous auriez pu dire comme Sophocle, mais vous dites comme Sophocle. Comme Christophe Barbier. Mais Sophocle n'était pas journaliste. Alors, pendant vos études, vous faites des petits boulots. Il fallait bien que je gagne ma vie, donc j'ai travaillé au tri postal de la gare du Nord. Et ma spécialité, qui est une spécialité d'un très haut niveau, consistait à attacher les sacs. C'est-à-dire, vous mettez les colis dans les sacs et moi, je devais les attacher très vite. Je suis un attacheur de sacs absolument hors pair. C'est bien. Pour tuer des chats, c'est utile. Et c'est vrai que vous avez travaillé aussi au contentieux d'un service de vente à crédit. Ça, c'est horrible. Ça. Ah ouais. Oui, parce que ça consiste à envoyer des lettres aux gens en disant « on va vous saisir vos meubles ». Ouais. Après, vous devenez prof d'histoire et ensuite journaliste. Donc en 61, Paris Presse, 63, Le Monde. Et c'est l'époque de l'Algérie, quoi, qui a été la grande aventure de votre vie, en fait. Je devais avoir 23 ans, donc, et j'ai été confronté tout de suite à tout, quoi. C'est-à-dire la violence, la guerre, la mort, les massacres, tout ce dont on parle aujourd'hui, en 3 mois, j'en ai eu un condensé, y compris le fait que j'ai vraiment failli mourir. C'est la seule fois de ma vie. Alors après, de 64 à 72, il y a l'Express, c'est la grande époque de l'Express, c'est l'époque de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors là, il y a tout, quoi. Il y a l'affaire Ben Barka, il y a le Vietnam, la guerre des 6 jours, Septembre Noir, Prague, Pinochet au Chili, enfin, une époque absolument extraordinaire. Et ensuite, vous commencez à devenir patron de presse, d'abord avec les Nouvelles Littéraires, c'est là qu'on s'est connus en 77. On avait quand même un projet commun. On devait faire l'événement du jeudi ensemble, voilà. Vous l'avez fait sans moi, vous avez eu raison, c'est mieux. Ça a bien marché. Non, vous m'aviez dit que je le vendais trop cher. Ah bah 20 francs un journal, ça me semblait... Mais de toute façon, c'est vous qui aviez raison. Et après, quand vous avez vendu 10 francs, j'ai dit c'est encore une connerie. Et vous aviez encore raison. Donc, je pense que vous êtes meilleur que moi, hein, franchement. Aujourd'hui, vous avez définitivement tourné la page du journalisme. Donc, vous êtes dans la politique. Quand on a milité autant d'années pour le rajeunissement du personnel politique, est-ce que commencer une carrière à 70 ans, c'est pas une connerie? Vous remarquerez que quand même, j'ai au moins ça de commun avec Clémenceau, on peut dire. Alors, votre truc, Jean-François, c'est le centrisme révolutionnaire. L'idée, c'est de dépasser le socialisme et le libéralisme, c'est-à-dire qu'après l'État, c'est-à-dire le socialisme, et l'argent, c'est-à-dire le libéralisme, vous proposez de mettre l'homme au centre de tout. Je crois que c'est très important de montrer, par rapport aux gens qui croient, par exemple, qu'il faut maintenir la société telle qu'elle est,
Hein, ou ceux qui pensent qu'il faut tout casser, mais qui ne savent pas par quoi remplacer, et qui appellent ça une révolution. Je pense aujourd'hui qu'il y a une révolution nécessaire, par exemple. Absolument nécessaire. Je pense même qu'on a le choix aujourd'hui entre une révolution humaniste et la barbarie. Très bien. Or, qu'est-ce que c'est que les révolutions utiles? C'est un moment où vous recomposez un système autour d'un nouveau centre. Par exemple, là où vous aviez un roi héréditaire au centre du système de gouvernement. Ouais. Si vous le remplacez par un parlement élu, vous avez fait la révolution démocratique. Ouais. Si un système de propriété au centre duquel vous avez 50 000 aristocrates, vous les remplacez par 2 millions de paysans libres ou de petits bourgeois, vous avez fait la révolution libérale. Si au centre d'un système sociétal où il y a le mâle tout seul, le mâle, peu à peu, vous mettez le couple. Vous avez fait la révolution humaniste. Eh bien, aujourd'hui, il y a une révolution à faire. C'est celle qui, là où on a mis l'État au centre, et ça a fait faillite, où on est aujourd'hui, où on a mis l'argent et le profit au centre, et c'est en train de faire faillite, il faut remettre l'homme dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, en effet, sa dimension individuelle, c'est ce que le libéralisme lui apporte de mieux, et sa dimension collective, c'est ce que le socialisme va apporter de mieux. Et que cette révolution est nécessaire, sans quoi nous irons vers une forme de barbarie. Ça fait longtemps que vous dites que la société capitaliste va se casser la gueule, vous. Je vais vous dire, j'ai écrit tout un livre pour expliquer que le système, avec la dérive financière, avec les produits dérivés, avec tout ça, allait se casser la gueule, et je l'ai décrit. C'est un livre qui a été un échec total. Alors, je ne peux vous dire pas à quel point ça n'a pas marché. Il s'appelait comment, ce bouquin? Le sous-titre, c'était « Critique de la raison néo-capitaliste ». Ouais. Et le titre? Le titre, ça s'appelait « Le retour de terre de Gene Andrews ». Ça, je comprends. Vous allez le republier avec un titre normal. Voilà. Et nous recevons Jean-François Copé et Isabelle Alonso. Voilà. Jean-François Copé, vous êtes ici pour répondre à une grande question que tout le monde se posait depuis longtemps et que l'Express a osé poser en une la semaine dernière. Jean-François Copé, tête à claque ou nouvelle star? C'est pas mal. Alors, chez vous, donc, si vous pensez que Jean-François Copé est une tête à claque, tapez 1. Si vous pensez que Copé est une nouvelle star, tapez 2. Voilà. On me dit qu'il y a beaucoup de SMS 1 qui arrivent de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de l'Élysée. Donc vous publiez chez Albin Michel un député, ça compte énormément, où vous, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, dénoncez le déséquilibre des institutions, l'écrasement du Parlement face aux gouvernements successifs. Alors c'est pas trop langue de bois, Il y a un truc énorme, vous dites, quand on est au gouvernement, ce qui a été votre cas, il y a deux façons de concevoir le Parlement. Un, c'est un pion qu'on manipule, et deux, c'est un obstacle à contourner. Quand j'étais au gouvernement, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire à considérer qu'un député, c'est quelqu'un qui n'avait pas très bien réussi, puisqu'il n'arrivait pas à se faire nommer ministre. Voilà. Et au point même que quand j'ai été d'ailleurs ministre des Relations avec le Parlement, au tout début de mon parcours, j'ai été assez mauvais, parce qu'en fait, je passais mon temps à essayer d'aider les autres ministres à ne pas perdre trop de temps au Parlement. Voilà. Et puis quand j'ai été fichu dehors du gouvernement, forcément que je me suis retrouvé à l'Assemblée, je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça n'en a l'air, à une condition, c'est qu'on arrête d'être des députés godillots. Et désormais, l'idée, c'est que le député, finalement, face à une hyper-présidence de la République, l'idée, c'est qu'en face une sorte d'hyper-député. Des hyper-députés. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que le texte de loi, en fait, quand il arrive au Parlement, c'est-à-dire le lieu où ça devrait se faire, on dit aux députés, attends les gars, vous êtes gentils, mais vous touchez à rien, parce qu'on a négocié déjà ça avec tout le monde sauf avec vous, donc nous cassez pas le système, sinon ça met la France dans la rue. Puis un jour, peut-être qu'on pourra faire des lois et les appliquer. Alors ça, c'est un autre sujet. Figurez-vous que dans le boulot du nouveau député, il y aura non seulement je vérifie que la loi qu'on veut me présenter est utile, étude d'impact, mais ensuite, une fois que la loi est faite, je vais vérifier que les décrets d'application ont bien été pris. Et je vais donc convoquer le ministre, et c'est ça qui va changer, pour qu'il vienne 6 mois après la loi me dire « Voilà, je suis au rapport, et voilà où j'en suis dans la loi ». La sortie de votre livre nous donne l'occasion de beaucoup vous voir à la télévision. Il doit être fou, Sarko, non? Il ne m'a rien dit. Ah ouais? Sinon, je pense qu'il me l'aurait dit. Il aurait mieux fait de vous nommer ministre. Si vous étiez ministre, vous seriez obligé de la fermer.
C'est-à-dire, moi j'avais écrit il y a quelques années un livre où je promettais d'arrêter la langue de bois. Ouais. Et donc c'est vrai que je le faisais. Ouais. Oui, non mais ça, je vais vous dire, c'est vraiment, c'est gratuit parce que vous avez, avec le temps qui passe, cher Monsieur Kahn, construit votre propre langue de bois, et vous l'avez fait avec un tel talent que certains font semblant de ne pas voir que vous en faites aussi. Donc de ce point de vue, on est très bon l'un et l'autre dans nos domaines. Juste une remarque, quand Jean-François Kahn parle, jamais on s'emmerde. Bon, bah c'est gentil pour moi, je Alors... sais ce qu'il faut penser. Jean-François, votre première mission, donc, c'est de faire réussir Nicolas Sarkozy, de tout faire pour que Nicolas Sarkozy réussisse, évidemment. Bah, bien sûr. C'est pas de la langue de bois du tout, hein. Et votre deuxième mission, c'est de lui succéder en À 2017. partir du moment où le raisonnement est celui que vient de dire Thierry Ardisson, c'est pas du tout de la langue de bois, c'est totalement cohérent. Voilà. Ouais. Bien sûr. Et c'est peut-être journalistiquement moins intéressant, mais je vous rappelle que vous avez changé de métier, vous, donc c'est fini, ça. Alors, Isabelle Alonso, rebonsoir. C'est mon tour. Donc, journaliste, chroniqueuse, écrivaine Oui, ou mais- auteure. Ouais. J'ai Mais du pas mal à m'y journaliste. faire. Hein. Mais ça viendra. c'est Ça une viendra, simple vous question de croyez temps, oui. Quand j'écris écrivaine, Oui, j'ai oui. l'impression de faire une faute, moi. La modernité vient à bout des cerveaux les plus endurcis, vous savez. Merci. Alors, ex-patronne des chiennes de garde, donc association féministe, vous savez, vous, que la journée de la femme a été créée après la journée de l'animal. Ça me dérangerait beaucoup plus d'être assimilé à certains humains qu'à certains animaux. Ah, je m'attendais à tout sauf ça, oui. Et voilà. Est-ce que M. Alonso a le droit de regarder le foot à la télé? Non seulement il a le droit, mais il le fait tout le temps. Ah oui, Chacun sa vie. vous êtes libéral pour une féministe, alors. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une féministe. Vous devriez venir y voir d'un petit peu plus près. Chez vous. Mais si vous voulez, welcome. D'accord, un jour où il n'est pas là, Alonso. Même un jour où il est là. Un jour où il regarde le foot. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le seul moment où une femme peut changer un homme, c'est quand il est bébé? C'est pas les hommes qu'il faut changer, c'est le système. D'accord. Hein. Qui vous énerve le plus? Bigard ou Zemmour? Ah, il y a, comment on dit, il y a bataille. Il y a photo. Il n'y a pas photo, non. Les deux Il n'y a pas pareils. photo. Les deux pareils. Ouais, ouais. Je pensais que vous alliez dire vous. Non, vous m'avez jamais énervé. Oh, vous. il est gentil. Bien. C'est pas le mot. Bah, je vais vous dire une chose. Je pense qu'au fond, vous êtes une femme comme les autres. On va faire une interview. Une femme comme les autres. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous trouvez les mecs machos plus séduisants que les autres, Isabelle? Ah, certainement pas, non. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous arrive d'attendre impatiemment qu'un mec vous rappelle? Non. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous refusez de coucher le premier soir? Ah oui. Ah oui. Sauf quand vraiment, il n'y a pas Ah ouais. moyen de faire autrement. D'accord. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous aimez les hommes riches? Bien sûr. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous trouvez les films porno dégoûtants? Ouais. Ah ouais. Pas tous. Ouais. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous repassez les chemises de votre mec? Ah non. Ah non, ah putain, le Ça, pauvre. c'est vraiment pas politiquement Ah oui, admissible. d'accord, ouais. Vous savez que moi, je suis avec un mec qui a deux bras, au bout desquels il y a deux mains, et puis il s'est branché un fer, et croyez-le ou pas, son chromosome Y ne l'empêche pas de repasser sa chemise. Ah ouais. Essayez, vous verrez. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous vous perdez en voiture? Oui. Absolument pas. Non. Ah bon? Mais Ah ça, bon. c'est vraiment des conneries qu'on sait pas lire l'identité. C'est vraiment des conneries. Ben ouais. Est-ce que, comme toutes les femmes, vous êtes chiante? Ah, j'espère. Ouais. J'espère parce que quand on dit qu'une femme qu'elle est chiante, quand elle a un minimum de personnalité. Donc D'accord. oui, carrément une emmerdeuse. Alors, Isabelle, vous publiez Fille de rouge chez Héloïse d'Ormesson. Bah, d'abord, il faut dire que c'est la suite de L'exil est mon pays, paru en 2006, qui racontait le parcours du combattant de vos parents, réfugiés en France pour fuir la dictature franquiste. Donc le titre Fille de rouge vient évidemment de ses origines rouges, et aussi rouge comme le sang des premières règles, le passage à l'âge adulte que vous avez retardé jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça a fini par arriver quand même, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour pas devenir adulte alors. C'est ça, c'est l'histoire d'une petite fille qui a le syndrome de Peter Pan. D'habitude, c'est les garçons qui ont ça. Mais il y a aussi des filles qui n'ont aucune envie de devenir adultes, aucune envie de devenir une femme avec tout ce que ça représente, et qui se verraient bien rester une petite fille de 9 ans ad vitam aeternam. Voilà. Alors, c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que c'est sur le racisme social, en fait. Oui. Vous êtes victime en tant que fille de prolo, donc votre père était fraiseur, en plus d'origine étrangère. Oui.
Et donc, vous souffrez énormément de ça à l'école. Vous appelez ça les « qu'est-ce qui fait ton père » quoi. Oui, c'est des enfants qui ne s'adressent aux autres qu'après leur avoir demandé « mais qu'est-ce qui fait ton père ?» Et s'il fait le bon métier, on est copine. Et s'il ne fait pas le bon métier, on n'est pas copine. Ouais. Et on n'est pas invité aux fêtes d'anniversaire, tout ça. Ouais, ouais. Et donc, cette petite fille qui a réussi à contourner l'idée qu'elle est étrangère, que ses parents ont un accent. À l'école primaire, ça a été cette bataille-là. Elle croyait que là, c'était bon. Elle arrive en 6e et elle s'aperçoit qu'un nouvel ostracisme s'oppose à elle, qui est celui de ne pas appartenir à la bonne classe sociale. Ouais. Et c'est assez sauvage, hein, quand même. Mais est-ce que ça ne donne pas une hargne, finalement, qui vous aide après dans la vie, non? Cette espèce de revanche sur cette situation? Ben, ça rend combatif. Ouais. Et puis en plus, avoir été élevé par des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses à leur sens de la justice et à leurs engagements, ça veut dire qu'on est élevé là-dedans et que donc, par la suite, on devient un véritable détecteur à injustice et on s'indigne facilement. Ouais. Pour débusquer les sources d'injustice, c'est... Vous êtes forte. Ben, je suis comme on prend un cochon pour aller aux truffes, quoi. C'est pareil, je les renifle à distance. En tout cas, c'est très bien écrit. Merci. Vraiment, vraiment. Merci. Ça m'a beaucoup touché. On passe aux commentaires de l'actu de la semaine avec les infos de Blacko 1. Dans son bouquin, Bayrou traite Sarkozy de barbare. Comment ça, barbare? Comme Youssouf Fofana et son gang? Oh, pauvre François. Il en est à raconter des énormités pour se faire remarquer. Je dis qu'il est barbare en ce qu'il ne respecte pas un certain nombre de piliers culturels et moraux du pays. Monsieur est conseiller municipal à Pau, il a 3 députés à l'Assemblée et ça voudrait gouverner la France. Mais avec qui? Il y a bien 2-3 losers, genre Lassalle, Lepage ou Kahn qui ne l'ont pas encore trahi. Mais sinon, qui? Alors pourquoi pas Villepin? Mais s'il n'est pas en prison? Ou Hollande, qui après avoir coulé le PS, pourrait s'embarquer au modem. Sinon Juppé, pour rajouter une touche de chaleur humaine à cette histoire. Oula, mais ça m'a l'air rudement bien parti. Franchement, Bayrou ferait mieux de prendre sa carte au PS. Vu qu'il a déjà les oreilles, reste plus qu'à lui coller une trompe et ça ferait un super éléphant. C'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Alors avant tout, je voudrais signaler que nous avons diffusé la semaine dernière un document dans lequel François Bayrou défendait le rappeur Orelsan. Voilà. Ces images, j'ai oublié de le dire, provenaient du site l'express.fr, dont acte. Alors, Jean-François Kahn, vous avez rencontré François Bayrou il y a 30 ans. À l'époque, il venait vous interviewer pour un petit journal du CDS. Et vous lui avez dit, les pseudo-centristes, rien à foutre, revenez me voir quand le centre sera indépendant. Alors, manifestement, c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, vous êtes donc un supporter de François Bayrou. L'idée ne me serait même pas venue d'aller me joindre à un parti qui n'était qu'un supplétif de la droite. Oui. Alors, mon Bayrou, voilà, vous vous dites, c'est comme Victor Hugo, il a commencé monarchiste et il a fini révolutionnaire. Donc vous pensez que Bayrou a réellement changé, que non, son côté un peu plus gauche maintenant, c'est pas juste du marketing. J'ai consacré un livre, en plus gros, aux 5 ans pendant lesquels Victor Hugo a eu une espèce de mutation. En 5 ans, il a tout remis sur la table. Tout remis sur la table. Il a rompu avec tous ses amis, avec son milieu, etc., jusqu'à se retrouver tout seul, lui qui allait de fête mondaine en fête mondaine, se retrouver tout seul sur un rocher au milieu de l'océan parce qu'il a dit non à Napoléon III. Ça m'intéresse. Mitterrand, ça m'intéresse, pour la même raison. En revanche, ce que je trouve épouvantable, et je trouve qu'on devrait tous trouver ça épouvantable, parce que ça dégoûte les jeunes de la politique, terrible. C'est le type qui est Ségolène Royal le lundi et Sarkozy le mardi. Vous venez de décrire ce que moi non plus j'aime pas forcément beaucoup en politique, et qui est rien d'autre que l'histoire de Bayrou. Alors c'est joliment dit, parce que vous avez le talent de nous comparer ça avec Victor Hugo. Bayrou, je ne crois pas un instant à sa sincérité. Je pense que François Bayrou, c'est d'abord et profondément un homme de droite et un homme d'appareil qui n'a qu'une seule idée aujourd'hui, ayant pas réussi à droite et dans son parti, à tenter un coup qui s'appelle une OPA sur la gauche. Voilà. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Et à la fin, pour tout vous dire, je me dis, un gars qui fait ça, finalement, il l'a fait à l'ancienne. Donc il est beaucoup moins moderne que vous ne le dites. C'est tout sauf une maturation lente, Bayrou. C'est quelqu'un qui a compris qu'il n'y arrivait pas chez lui et qui donc, dans un délai extrêmement rapide,
a changé complètement de posture. Vous savez bien, voilà, attendez, c'est vous tout. savez bien, Donc, vous savez très bien, attendez, si vous comparez vous les uns, savez très bien que ça, autres. écoutez, vous savez très bien que ça n'a pas vrai, ça, puisque s'il s'était rallié à la droite, il serait arrivé ce qui est arrivé à tous les gens qui sont ralliés à la droite, il se retrouve au gouvernement, attendez, Éric Besson, il se rallie à la droite, 15 jours après, il est ministre, il est à l'UMP, etc. Mais attendez, ça c'est absurde. Vous savez très bien, quand on se rallie à Sarkozy, on devient patron de France Inter, on devient patron de TF1, on devient patron de journal, on a tous les pouvoirs et on a tout. Alors arrêtez de raconter. Un détail. Franchement, Jean-François Kahn, croyez-moi, je suis bien votre raisonnement et pensez pas un instant que je l'ai pas compris. Je veux juste vous dire une chose. François Bayrou, il n'a pas fait ça parce que la dernière fois qu'il a été nommé à un poste important, c'était ministre de l'Éducation nationale. Il y a été totalement absent tellement il avait peur de faire bouger les lignes. Donc il s'est dit, pour le même tarif, je suis à risque zéro et dans la critique, je ne prends aucun risque. Je voudrais faire une remarque. Moi aussi, je voudrais faire une remarque. Non, toi, t'es une femme, tu dirais. C'est juste que ce dont les gens ont marre, franchement, c'est ça, c'est les engueulades entre gens dont on a l'impression... C'est ça qu'on adore en France. Non, les débats... Il y a que ça de drôle. Les débats d'idées, oui, franchement. Ouais. Les batailles d'ego de tous les mecs politiques dans tous les partis, non, les médias aiment beaucoup, mais franchement, les gens, ça les intéresse pas, on s'en fout, mais on s'en fout à un point on s'en tape, quoi. Bien, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Pour se faire élire, Nicolas Sarkozy nous avait fait plein de promesses. Avec lui, on allait travailler plus pour gagner plus. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Ah, évidemment. Quand on s'augmente de 140%, c'est ce qui s'appelle gagner plus. En revanche, les 300 000 chômeurs supplémentaires, eux, ils risquent de travailler moins. Avec lui, plus personne ne devait dormir sur le trottoir. Aujourd'hui, 60% des Français ont peur de finir SDF et on approche les 8 millions de pauvres. Avec lui, la France allait défendre les droits de l'homme. Je ferai de la défense des droits de l'homme les priorités de l'action diplomatique de la France dans le monde. Ah bon? Mais alors pourquoi Kadhafi est venu camper à Paris? Avec lui, la droite serait vraiment à droite. Sauf que Besson et Kouchner sont au gouvernement en attendant l'arrivée de Jack Lang. Je ressens surtout l'occasion qui m'est donnée de dire au maître merci. Ah tiens, avec lui, il devait y avoir moins d'impôts. Et pourtant, le canard a compté une taxe de plus par mois depuis son élection. Mais enfin, trêve d'anti-sarkozisme primaire. Tout ça, c'est pas de sa faute, c'est la crise. Sinon, il les aurait tenues, toutes ces belles promesses. Et fastoche avec ça, les doigts dans le nez. Je ne suis pas l'homme des fausses promesses et des vrais mensonges. Les infos de Blacko. Alors, 2 ans de Sarkozy à la présidence de la République. Putain, 2 ans. Vous, c'est dans 8 ans. Putain, 8 ans. Alors, vous savez que pour l'anniversaire de Sarkozy, Roselyne Bachelot a voulu sortir d'un gâteau. Elle est restée coincée. C'est machiste. Ça me fait rire. Oui. Ah ouais. Bon, alors, 66% des Français déçus quand même. Hein. On sort toujours ce même chiffre, mais on oublie l'autre sondage qui est sorti en même temps et qui dit que si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, il ferait exactement le même score qu'il y a 2 ans. Bien sûr, bah oui. Donc il y a un moment, il faut quand même se détendre avec tout ça, sinon on ne fait plus rien. Hein. Ouais. Donc, je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir, c'est que à la même époque, Chirac était à 65 et Mitterrand à 54. Donc finalement, ça veut dire qu'ils sont tous très décevants. Et puis Sarko, il y a eu la crise quand même. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que je trouve que globalement, ils s'en tirent bien et on s'en tire bien avec lui, parce que dans cette période de crise où tout se bouscule et qu'il y a une anxiété terrible, on a quand même réussi à lancer beaucoup de réformes. Alors bon, pour vous, Sarkozy, c'est Poutine hein, quand même. Hein. J'ai dit, je le répète, je l'assume, qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy, qui en gros contrôle par amis interposés les télévisions privées, va nommer les patrons de toutes les télévisions publiques, je dis, expliquez-moi quelle est la différence avec Poutine. Voilà. J'ai jamais dit que d'une façon générale, son système est Poutine. J'ai dit ça, voilà. Vous êtes d'accord que le fait d'amalgamer les 2 noms est quand même un peu engagé quand même, non? Bah ouais, à partir du moment où c'est la même chose, c'est la même chose. Voilà. Ouais. Jean-François, Sarkozy, vous le traitez de Poutine, mais vous dites que lui, il vous aurait traité de fasciste et d'enculé. Mais il parle comme ça. Je pense que ça l'engage moins qu'on pourrait le croire. Quand il a dit à Paris Match, ce journaliste, là, le patron de Paris Match, faut me le virer, je crois qu'il ne le pensait pas vraiment. Donc je crois qu'enculé, il ne le pensait pas vraiment. Puis d'abord, comment il sait Comment il sait Quand même, vous êtes allé fort.
C'est-à-dire que dès 2004, quand même, vous avez commencé à dire que Sarkozy était un peu fou, qu'il avait des défaillances psychologiques. Si vraiment il abandonnait la langue de bois, attendez, compte tenu de tout ce qui lui arrive, de ce qu'il sait que Sarkozy dit sur lui, derrière lui, etc., croyez-moi, il serait pas loin de penser comme moi. Ce que je veux dire, c'est que non seulement il vous donne son avis, non seulement il vous donne son avis de ce qu'il pense, mais en plus, pour le même prix, il vous fait le bulletin de notes des autres. Je vais vous dire, quand il aura terminé, on verra si on peut lui faire un peu de coaching. C'est Jean-François. Alors, 2 ans de Sarkozy, Isabelle, sympa? Ben, moi, je trouve on pouvait bien voir que la politique est quand même encore un sport très masculin, puisqu'il y avait ce fameux slogan qui a fait Flores, « Travailler plus pour gagner plus ». Alors ça, c'est vraiment le truc qui ne s'adresse pas aux femmes. Hein. Parce que si les femmes dans ce pays pouvaient juste travailler pareil pour gagner autant, elles seraient déjà super contentes. Quoi. Bien, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 3. Piccoli, Gréco, Arditi et Le Forestier soutiennent dans le journal Le Monde la loi Hadopi. C'est marrant comme les artistes de gauche virent à droite dès qu'on touche à leur compte en banque. Faut dire qu'à leur âge, comme tous les petits vieux, ils flippent pour leurs économies. Au secours, police, il y a des jeunes qui piratent mes chansons sur Internet. T'inquiète Juliette, on s'en fout de tes chansons. Mais bon, vu qu'à eux 4, ils ont 72 ans de moyenne d'âge, pas étonnant qu'ils soient du côté du pouvoir. Sarkozy fait un carton chez les vieux. Je pense à la France, ce vieux pays. 65% des retraités votent pour lui. Voilà donc qu'à 84 ans et à 82 ans, Piccoli et Gréco soutiennent une politique de droite. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour retourner sa veste. Bientôt, ils pourront aller chanter avec Mireille Mathieu et Gilbert Montagnier au concert de l'UMP. Je tiens à dire que ce sujet n'engage que Stéphane Blakowski. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Ah ouais, c'est assez démago, hein. Bah, c'est de l'agisme un peu con, non? Il y a juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des millions de gens qui, sans le savoir, téléchargent illégalement des œuvres, vous avez des milliers d'artistes, d'auteurs, de compositeurs, d'interprètes dont le travail n'est pas payé. Je veux simplement dire que la gauche française, qui traditionnellement avait le monopole du discours sur l'exception culturelle, elle s'est totalement fourvoyée dans cette affaire. Le seul type qui a été bien, c'est Jack Lang. Ouais. Je reconnais, moi je ne suis pas toujours d'accord parce que c'est spécial, mais là, sur ce coup-là, il a été courageux. Bah, c'est spécial parce que Jack Lang, dans le même temps, une fois il est avec nous, une fois il n'est plus avec nous, on se perd un peu. Si les gens disaient vraiment ce qu'ils pensent, d'une façon générale, même les types de gauche reconnaîtraient qu'il faut bien rémunérer les artistes et que c'est un vrai problème, le piratage, et que même les gens de droite reconnaîtraient que telle qu'elle est, elle est inapplicable, la loi. C'est pas pratiquement inapplicable. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. On n'y arrivera pas. Non, mais il faut pas dire ça. Le fait qu'on mette ça en place, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que vous avez des familles entières qui désormais sauront que c'est illégal. Quand votre fils ira, sans que vous le sachiez, pirater sur votre ordinateur et que vous recevrez je vais vous dire, on a déjà eu une petite explication sur le sujet. Voilà. Et donc, on en a beaucoup parlé. Il fait la tête, mais il a bien compris que c'est les dernières fois, parce que derrière, si l'abonnement est coupé, on est tous coincés à la maison. Chez les copés, on va leur couper Internet. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a un truc... Dans toutes les familles... Vous vous êtes fait avoir 2 fois. La première fois, il n'y avait plus de députés UMP, les députés du PS s'étaient cachés derrière des tentures. Bon, horrible. Les socialistes ont voulu faire un bon coup, là, ils se sont bien amusés. Ils en ont refait un, là. Ils en ont refait un. Ils ont appelé leurs potes à Bruxelles en disant votez vite un amendement, disant qu'en fait, il ne peut pas y avoir de coupure d'Internet sans décision de justice. Voilà. Bon. Or, pour que ça se soit valable, il faut que ce soit accepté par le Conseil des ministres européen. Voilà. Et ce Conseil des ministres européens, il n'est pas sur cette ligne. On verra bien, il faudra qu'on se revoie dans 2 ans. Moi, je vous dis que c'est inapplicable. Ça va s'avérer inapplicable. C'est un peu un alibi pour ne pas dire qu'on est d'accord avec Sarkozy. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-François? Plutôt la licence globale, c'est-à-dire... On peut dire ce que c'est? Oui, parce que ça vaut la peine. Oui. La licence globale, c'est quoi? Ça veut dire en gros, je paye un forfait tous les ans de X euros, et avec ça, je peux me construire mon bouquet d'artistes. Jonas égale Véronique Sanson égale Julien Doré. Eh bien, c'est pas possible. Chaque artiste a son parcours, son œuvre, et on doit le respecter. Moi, je pense qu'il faut mettre les pieds
dans le petit monde merveilleux d'Internet, parce que ça suffit. L'idée qu'Internet, ça n'est que de la liberté. Il faut maintenant, on ne peut pas dire qu'on va réguler plein de choses, les marchés financiers, etc., et que Internet, c'est un monde merveilleux. Par exemple, l'anonymat. Bon, moi c'est l'anonymat qui me pose un problème, un vrai problème. Ça incite à une déferlante de haine gratuite et non contrôlée qui est terrible. C'est la pornographie. Sur Internet, c'est une redoutable arme idéologique contre les femmes qui recule les limites et qui ouvre la porte à toutes les brutalités. Je note qu'à chaque fois qu'on ouvre ce chantier d'Internet, tout le monde dit finalement c'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on commence à regarder ça très très près. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons un invité du samedi 20h. Ce soir, Fabienne Piel, bonsoir. Pour son livre Témoignage, j'ai peur d'oublier, à 45 ans, j'ai la maladie d'Alzheimer chez Michel Lafon, toujours en compagnie de Jean-François Kahn, mesdames, messieurs, et Isabelle Alonso. Alors Fabienne, bonsoir, je suis content que vous soyez là. J'avais peur que vous oubliez que je vous avais invité. Ça pourrait arriver. Vous êtes donc atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le plus dur dans cette maladie, c'est d'écrire son nom sans faute. Hein. Sa signature. Oui, voilà. On la perd. On en reparlera tout à l'heure, donc à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine des Guillons. Et on commence par une belle initiative. Pour les élections européennes, la caravane des jeunes UMP va distribuer des préservatifs avec comme slogan « L'Europe vous protège, le mouvement populaire aussi ». Pour exciter une fille, le préservatif UMP, il n'y a rien de mieux. Plusieurs modèles sont disponibles. Le Xavier Darcos, si c'est une étudiante. L'Éric Besson, si c'est une fille sans papier. Le Frédéric Lefebvre, si c'est une pipelette prétentieuse. Et le Bernard Laporte, si c'est une conne, une blonde. Attention, le Jean-Louis Borloo n'existe pas. Bourré, c'est trop difficile de mettre un préservatif. Ouais, c'est vrai. Dans Gala, Michel Alliot-Marie nous montre ses jambes. Attention, en cas d'érection, n'oubliez pas le préservatif UMP. Ah, une question d'un téléspectateur, Thierry. À quand un anneau vibrant, Christine Boutin? Pas tout de suite. Si jamais la campagne des Européennes est molle, l'UMP montera en puissance. Pour les Européennes, Silvio Berlusconi a décidé de mettre sur sa liste des présentatrices télé. C'est pas sérieux. Hein. Ouais. C'est un peu comme si nous, on envoyait Flavie Flamand siéger à Strasbourg. Non! Nous, on privilégie des gens crédibles, comme Rachida Dati. Ouais. Pas des hystériques qui gloussent et qui pouffent pour un rien. C'est la copine de Jean-François Dati. Ouais. Hein? Langue de pute. J'ai dit que c'était un accident industriel. Ouais. C'est horrible. Moi, je cautionne pas du tout ça. Berlusconi pulvérise le record de DSK. Durant l'été 2006, Silvio s'est vanté d'avoir couché avec 84 femmes. DSK avait atteint péniblement le score de 75 femmes. C'est minable, oui. La nièce de Michel Alliot-Marie travaille avec elle. C'est une femme autoritaire surnommée La Peste. C'est fou ça, parce que Mam, elle a l'air tellement sympa, détendue, déconneuse. C'est fou, des gens aussi différents appartenant à la même famille. C'est comme si on nous disait que la nièce de Christine Boutin est une cato coincée qui n'aime pas le cul. Ah non. Oh, bah ouais. Ah non. On le croirait pas. Bah non. Lors de la fête organisée Salle Gaveau, célébrant les 2 ans de présidence de Nicolas Sarkozy, un plaisantin avait écrit des conneries sur le mur. Engagement pris, promesse tenue, la France change.
Il y a de sacrés déconneurs à l'UMP. La justice française enquête sur les biens de 3 dirigeants africains, Omar Bongo, Sassou Nguesso et Obiang Nguema. C'est dégueulasse. Faut arrêter d'emmerder les anciens clients de Bernard Kouchner. Julien Drey va mieux. Malgré une blessure à la main, il a repris le sport. Sport toujours, le PSG a marqué contre son camp. Enfin, on retrouve l'équipe de l'année dernière. Renault dévoile sa Kangoo électrique. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvaient d'une voiture moche et qui roule pas vite. Pour une série de photos en maillot de bain paru dans Match, Ariel Dombal s'est fait prêter le corps d'une copine. En une de VSD, déclaration de PPDA, je suis enfin libre. C'est sûr, hein, quand ton émission fait moins de 100 000 téléspectateurs, t'es super libre. Tu peux même ne pas venir, personne s'en aperçoit. Alzheimer, une photo très triste. Bernadette Chirac s'est rendue au mariage du prince Jean en ayant mis son bas sur sa tête. Et on termine par un anniversaire. Il y a 1 an, jour pour jour, Pascal Sevran nous quittait. Pour l'occasion, Universal sort un double CD hommage réunissant les plus belles créations de Pascal. On va lui demander si ça lui fait plaisir. Pascal, ça vous plaît? Non, Pascal, je pense pas qu'on vous télécharge, non. Les internautes respectent les morts, Pascal. Bon week-end, on vous embrasse. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Voilà, Stéphane Guillon. On le retrouve le 30 mai et en attendant sur canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Fabienne, rebonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez Michel Lafon, J'ai peur d'oublier. À 45 ans, j'ai la maladie d'Alzheimer. Vous y racontez votre combat au quotidien contre la maladie. Et votre livre est exceptionnel parce qu'il permet de voir Alzheimer de l'intérieur, c'est-à-dire de raconter cet ailleurs dont personne n'est jamais revenu. C'est un témoignage bouleversant. Alors, quand vous étiez petite, vous rêviez de devenir vétérinaire, et quand vous êtes adulte, vous vous retrouvez avec un élevage de chiens de race. Vous êtes une véritable éleveuse de champions, et les clients de toute l'Europe vous achètent vos chiens. Et puis, les premiers signes de la maladie apparaissent dans le travail. Première fois, je crois que c'est quand vous oubliez d'envoyer le pédigré d'un chiot. Ça a commencé justement par des petits oublis comme ça, multipliés. Oublier en allant chez le vétérinaire les chiots au bord de la voiture. Bon, plein de petits détails comme ça, et qui devenaient de plus en plus gros. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, vous commencez à appréhender d'aller voir vos chiens. Vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer de bizarre encore aujourd'hui? Des trucs idiots, par exemple, vous cherchez une pelle, en fait, la pelle est devant vous, quoi. Le problème, c'est que c'est à répétition constamment, et qu'à un moment donné, justement, tu te poses de plus en plus de questions. Bah oui, par exemple, un jour, vous vous trompez dans les injections, c'est-à-dire, pour faciliter les contractions d'une chienne, vous injectez de l'ocytocine, vous faites 3 piqûres de suite, ce qui fait que la pauvre bête meurt. Voilà, l'utérus explosé, quoi. Ouais. Ouais. Oui, le fait de plus se rappeler ce que j'avais fait auparavant. Alors, votre mari et vos enfants mettent ça sur le compte du surmenage, hein, et ils disent, faut que tu prennes des vacances, Fabienne. Oui, ils m'envoient au Club Med. Ah, vous passez au Club Med, ouais, mais au retour,
C'est pareil. Même le repos n'y fait rien, puisque à partir du moment où je reviens dans le quotidien, dans mon travail, ça revient à la charge. Alors, des histoires incroyables, excusez-moi de vous le dire, mais qui sont des fois comiques, quoi. Quand vous partez faire les courses, pour arriver à coordonner les courses, quand on le lit, excusez-moi, c'est... Alors, il faut déjà arriver à fermer la maison, prendre la liste des courses et les clés de voiture. Donc, vous prenez la liste, vous partez, vous arrivez dans la voiture. Vous dites, ah, j'ai oublié les clés de la voiture. Vous repartez chercher les clés de la voiture. Vous revenez dans la voiture. Là, vous dites, merde, j'ai oublié de fermer la maison. Vous repartez, mais vous arrivez... Et c'est... On dirait un gag, presque, mais c'est non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est perpétuel. C'est un gag, mais c'est un calvaire en même temps. C'est-à-dire que c'est terrible parce que les choses les plus simples à faire deviennent extrêmement compliquées. C'est comme si on a pris un acide, par exemple, on ne sait plus comment faire. Et un jour, quand même, il y a un déclic. C'est-à-dire que vous avez une chienne que vous adorez, Petra. Cette chienne, vous la cherchez partout, tout le monde la cherche, hein, dans tout le quartier. Et là, il y a une scène absolument incroyable. Vous partez faire vos courses, vous ouvrez le coffre de la voiture, la chienne sort de la voiture, mais comme un monstre, avec la bave et tout. Cette chienne était enfermée depuis 48 heures dans le coffre de la voiture. Vous l'aviez oublié, votre chienne, dans le coffre de la voiture. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je l'avais mis en fin de compte pour 5 minutes, c'est-à-dire le temps de descendre 200 mètres, parce qu'au lieu qu'elle me court derrière la voiture, ben, je l'ai mis dans le coffre 5 minutes et je pensais la ressortir de suite après. Voilà. Et en fin de compte, entre-temps, j'ai oublié la chienne, mais je ne me suis pas rappelé. J'ai hurlé après tout le monde, mon mari, tout le monde. J'ai dit, il faut trouver la chienne. J'ai téléphoné aux pompiers, j'ai téléphoné à tout le monde. Et en fin de compte, quand j'ai été faire mes courses, c'est là que la chienne est ressortie. Et c'est vrai que là, tu réalises que c'est plus important, c'est très important, les détails, c'est plus des détails. Alors là, vous allez voir un TUI à Montpellier, donc, qui vous donne les résultats d'examen que vous avez fait, et il vous dit, c'est pas une tumeur au cerveau. Et là, bizarrement, vous vous dites, ah ben, c'est pas une tumeur au cerveau, c'est bien. Et en fait, vous vous rendez pas compte que ce que vous avez, malheureusement, est beaucoup plus grave qu'une tumeur au cerveau. Sur le moment, étant donné que, en fin de compte, on a tendance à recevoir les informations et des fois à les traiter à retardement. Ce qui fait que quand elle me l'a dit sur le coup, moi, comme je m'étais dit, bon, au départ, tu as peut-être une tumeur, j'ai pas capté sur le coup, mais son regard, quand elle a vu que je comprenais pas, là, j'ai commencé un petit peu à réaliser, et c'est là que j'ai réalisé que, en fin de compte, c'était pire qu'avoir une tumeur, c'était recevoir l'inacceptable, mais à la limite, le pire, ça a été après dans la voiture. Quand tu réfléchis, tu te dis, bon, là, c'est la catastrophe. Alors voilà, vous racontez des détails. D'abord, les post-it. Si on mettait des post-it partout, c'est-à-dire que votre vie est gérée par des post-it en mettant, quand tu as fait ça, tu dois faire ça. Enfiler un pull. C'est-à-dire que des choses aussi simples qu'enfiler un pull au vert, vous y arrivez pas. Vous le mettez à l'endroit, à l'envers, devant, derrière. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours où, par contre... Ouais. Par exemple, quand vous dites, quand vous vous lavez les cheveux, par exemple, c'est-à-dire vous ébouillantez avec l'eau qui est trop chaude, vous vous lavez le corps, vous sortez de la douche, vous essuyez, et vous dites, merde, mais attends, au départ, je voulais me laver les cheveux. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire, et quand on lit le bouquin, c'est vrai que c'est hyper angoissant, parce que tu sais, c'est des choses qu'on fait, à part d'être défoncé à mort, qu'on fait assez simplement. Cuisiner, par exemple, quand vous cuisinez, c'est-à-dire que vous mettez un gant à la main droite, puis vous prenez la casserole avec la main gauche. Alors là, j'ai du mal, des fois, à expliquer, parce que c'est dur, parce que moi-même, je n'arrive pas à le définir. Pourquoi, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, un jour, vous sortez d'une boutique de chaussures avec des chaussures aux pieds que vous n'avez pas payées, et le vigile vous dit, ces chaussures, il faut les payer. Et là, bon, vous dites, excusez-moi, monsieur, je suis victime de la maladie d'Alzheimer. Et le type vous dit, mais non, vous êtes trop jeune pour ça. Et ce qu'on découvre avec vous, c'est qu'en fait, Alzheimer, c'est pas un truc qui arrive qu'aux vieux. Hein. C'est-à-dire que je pense que le regard des gens, il faut qu'il change, parce que pour eux, c'était des personnes âgées. Maintenant... Alors voilà, alors vous êtes en permanence habité par un puissant sentiment d'échec, évidemment. Tout vous semble insurmontable. Mais dites-vous, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus poignant dans votre bouquin, tout ça n'est rien par rapport à ce qui m'attend. Et vous dites que vous refuserez de finir dans ces crèches pour adultes alzhémériens, où finalement c'est des mouroirs, et vous dites, moi je me foutrais en l'air avant, quoi.
il faut écouter aussi le malade, ce qu'il a à dire. Et c'est vrai que cette perspective-là, je ne la vois pas. À la limite, je pense qu'il faut changer les donnes. C'est-à-dire, comment je vais m'expliquer là, j'ai perdu mon fil, excusez-moi. Si vous retrouvez dans ce que vous appelez une crèche pour adultes, en fait, alzheimerien, vous allez dépérir beaucoup plus vite que si vous êtes à la maison, avec une aide à la personne, dans un univers quand même normal, vous allez rester plus longtemps bien, quoi. Mais de toute façon, je pense que c'est prouvé que dans le fait qu'à partir du moment où déjà on t'enlève de ton milieu, ça s'aggrave. Alors ça dépend effectivement beaucoup de la famille aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que pour les proches, c'est terrible aussi, il faut bien le dire, pour votre mari, pour vos enfants, enfin, Je pense que c'est très fatigant pour eux dans le fait que automatiquement on est à les solliciter en permanence. Mon mari, je dirais, c'est ma deuxième tête. Alors avec ce livre, vous voulez témoigner, avant de vous enfermer, comme vous dites, dans cette réclusion à perpétuité, dans ce corps où clignote encore une âme, parce qu'évidemment, on est conscient de tout ça, c'est le drame. En tout cas, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais nous, on ne vous oubliera pas. Alors, je vais signaler la sortie d'un livre qui s'appelle « Des souvenirs pour mémoire » au Cherche Midi, où 72 personnalités livrent un souvenir marquant de leur existence au profit de ceux dont la mémoire s'est enfuie. Voilà. Merci Fabienne. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Jean-François Kahn pour l'Alternative chez Fayard, Jean-François Copé pour un député, ça compte énormément chez Albin Michel, Isabelle Alonso, Fille de Rouge chez Héloïse d'Ormesson, Fabienne Piel, J'ai peur d'oublier chez Michel Lafont. Je voudrais vous signaler que le dimanche 17 mai, dans toutes les grandes villes de France, il y aura la 7e marche contre la leucémie, organisée par l'association Laurette Fugain, voilà. Et puis je voudrais aussi signaler 4 DVD de Lina, exceptionnels, sur les femmes qui ont révolutionné la télé. Eliane Victor et Daisy Gallard. On trouve des extraits de Jim Damdon, émission culte, s'il en est. Voilà, je vous laisse avec le SAV et mes amis de Groland Magazine. Rendez-vous le 30 mai. Le 30 mai. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.